table ronde. Cette table ronde va porter sur la thématique qui est la thématique centrale de ce séminaire, c'est-à-dire le lien entre vieillissement et croissance. L'objectif que nous a fixé Jean-Hervé Lorenzi ce matin, c'est de montrer que vieillissement et croissance ne sont pas contradictoires. Donc j'espère que les différents intervenants à cette table ronde nous vont dans le sens de cette affirmation. Dans un premier temps, il reviendra à Vincent Poudet, qui est économiste senior au département des études de l'OFCE, de poser les termes du débat sur les plans à la fois microéconomiques et macroéconomiques. Ensuite, Didier Blanchet, donc rédacteur en chef d'économie et statistique et grand spécialiste du sujet des retraites, fera un point sur les principales certitudes des économistes sur ce lien entre vieillissement et croissance. Mathilde Demoine, donc directeur des études économiques et de la stratégie marché de HSBC et membre du CAE, nous parlera ensuite des principales mesures de politique économique souhaitables pour optimiser l'impact sur la croissance des évolutions démographiques à l'œuvre. Il est le rapporteur, donc chercheur au sein de la chaire et professeur à Harvard, reviendra sur le thème donc de l'immigration, faisant le lien avec donc, la thématique d'aujourd'hui. Et enfin, Antoine Botul, s'il nous rejoint, exprimera son point de vue et fera une synthèse de nos débats. Donc, dans un premier temps, Vincent Poudet, économiste senior à l'OFCE. Alors, je rappelle les règles du jeu. Donc nous avons 1 heure, nous sommes déjà en retard d'un quart d'heure. Donc je vous demande de tenir en 1 minute maximum par intervention. Tout d'abord, bonjour. Alors j'ai le privilège d'ouvrir la session sur donc, le lien présupposé entre vieillissement et croissance. Alors, donc, juste avant de commencer mon exposé, je voudrais faire 2 considérations préliminaires qui résument un petit peu les précédents propos tenus. D'abord, plus fort, peut-être aussi. Voilà. Donc tout d'abord, première chose, c'est que le vieillissement donc, est lié à l'allongement de la durée de la vie, et c'est une bonne nouvelle. Je crois que le vieillissement, d'abord, on va se réjouir du vieillissement en ce sens, mais que bien sûr, il y a le fardeau social qu'engendre le vieillissement, qui est donc la dépendance sociale, et bien sûr la question de la fiscalisation et le niveau de vie dans cette situation de dépendance liée à l'âge du vieillissement. Alors, je vais passer aux transparents suivants, s'il vous plaît. Donc, premier niveau d'interrogation que je pose, en fait, mon exposé va essayer d'aborder les exposés théoriques sur les conséquences de l'allongement de la durée de la vie. Alors, tout d'abord, au niveau des arbitrages microéconomiques, on peut considérer que le fait qu'on va vivre plus longtemps, ça doit modifier notre façon de vivre, de nous comporter. Tout d'abord, très certainement en termes de travail, si on sait qu'on va vivre plus longtemps et très certainement en bonne santé, et aussi en capacité productive, on peut l'espérer, le fait qu'on vit plus longtemps, eh bien, ça nécessite de consommer plus longtemps aussi. Et pour consommer plus longtemps, il faut plus de revenus. Donc, la première façon de satisfaire un revenu plus important pour les cycles de vie, c'est soit travailler plus pendant cette activité de manière plus intensive, ou plus longtemps, donc faire le choix de travailler un peu plus tard dans sa vie. Alors, après aussi, il y a un autre niveau d'arbitrage microéconomique qu'on peut mettre en jeu, hein, c'est une question d'éducation. Dès lors qu'on est amené à travailler plus longtemps, on peut se poser la question de savoir si l'investissement dans son capital humain ne devient pas plus rentable. Et si ça l'est, en l'occurrence, ça doit signifier que tout au long de son cycle de vie, soit avant d'entrer dans la vie active ou pendant la vie active, en termes de formation professionnelle, eh bien, on va investir plus sur son capital humain parce qu'on a un horizon de rentabilité plus lointain. Ensuite, en ce qui concerne l'épargne, eh bien, l'épargne, c'est aussi un moyen d'ajuster ses besoins de revenus en fin de vie. Donc, si on vit plus longtemps, eh bien, satisfaire un niveau de consommation plus satisfaisant plus tard, ben, c'est sacrifié peut-être un peu aujourd'hui pour plus de consommation demain. On peut penser que le vieillissement pourrait être synonyme d'une accumulation de patrimoine plus élevée, qui elle-même peut soutenir le capital productif et la croissance. On verra sur ces points en conclusion. Alors, ensuite, en termes de consommation, il est clair que nos préférences en fonction de nos âges changent, tant en termes de biens et services privés ou biens et services publics.
Donc le fait qu'on vive plus longtemps, bah, ça va signifier aussi que notre profil de consommation va changer, et bien sûr d'un point de vue agrégé, lorsqu'on tient compte des structures démographiques, il va y avoir une déformation de la structure de la consommation. Enfin, un dernier point, qui concerne les avantages microéconomiques, qui est l'entraide familiale liée à l'altruisme qui peut exister dans les familles. Mais si on vit plus longtemps, on a aussi plus de temps à consacrer à ses enfants, à ses petits-enfants. Et donc en soi, ça peut être aussi une bonne nouvelle, dans le sens qu'on peut libérer du temps à nos enfants, qu'on est plus vieux, donc ce temps que consacrer soit à leur loisir, mais aussi l'utiliser pour produire plus. Et aussi, on peut consacrer plus de temps à nos petits-enfants. Et donc, ça veut dire qu'on peut aussi consacrer, mieux transférer son capital humain, pas seulement parents-enfants, mais aussi peut-être grands-parents. Alors, deuxième slide, s'il vous plaît. Ensuite, maintenant, si on passe à un point de vue un petit peu plus macroéconomique, déjà, considérer les conséquences de l'offre, sur le marché du travail, on peut considérer que si l'allongement de la durée de la vie doit engendrer une augmentation de la durée de l'activité désirée ou obligatoire, bien sûr, c'est la réforme des systèmes de retraite et toutes les obligations de durée d'activité que ça peut engendrer, il est clair que ça peut produire sur un marché du travail avec des passionnés, si l'offre de travail augmente, la population active augmente, va automatiquement peser sur le chômage. Mais on peut aussi peut-être voir aussi des effets quand même positifs, c'est que le vieillissement, il se fait aussi du fait qu'on a des cohortes de baby boomers qui sont importantes. Donc, dès que ces cohortes importantes vieillissent, l'âge moyen, lui, il augmente beaucoup, mais il arrive un effet seuil, c'est quand même ces cohortes vont partir à la retraite, ça doit libérer aussi de l'offre de travail, donc une offre de travail qui va se contracter, en l'occurrence, qui va être favorable au marché du travail. Alors, en termes de demande de travail, si on analyse keynésienne, on peut dire aussi que l'allongement de la durée de la vie, c'est l'allongement de la durée de vie du consommateur. Donc peut-être peut-on y voir un effet bénéfique au sens que d'un côté, la taille de la consommation s'accroît par le fait que la population s'accroît parce qu'elle vit plus longtemps, mais en même temps, sans peser sur la population active, ce qui voudrait dire, pour l'espérer, que sur un marché contraint par la demande, eh bien peut-être anticiper une baisse du chômage. Ensuite, sur le chômage structurel, peut-être considérer que si les gens s'y vivent plus, on peut espérer que ça va produire des gains de productivité du travailleur et peut-être que ça peut libérer aussi des marges dans les négociations salariales, que ça peut peut-être peser aussi positivement sur la demande de travail. Ensuite, bien sûr, on peut s'interroger sur l'éducation versus l'expérience, qui est la question de savoir si la productivité moyenne décroît ou pas avec l'âge, et donc savoir comment l'expérience joue sur la productivité du travailleur, mais en même temps, ce qui va déprécier cette productivité, c'est la question de comment l'état de santé évolue-t-il, l'obsolescence aussi des connaissances, alors peut-être informer si c'est question d'information sur la durée d'activité. Troisième slide, s'il vous plaît. Donc, notre grille d'analyse, donc là on continue un peu sur une perspective macro, c'est aussi considérer l'économie comme une économie ouverte, se poser la question si comment le vieillissement peut-il impacter la structure de nos échanges. Alors, pour une première grille d'analyse, on disait que la structure de la consommation peut être modifiée par une modification de la structure démographique. Si on raisonne l'économie ouverte, et bien automatiquement, ces modifications de la structure démographique, ça veut dire que ça peut, dans un contexte national, on a une structure productive qui correspond à des avantages comparatifs par rapport à d'autres pays, et bien comment ça peut modifier la structure de nos échanges, savoir que, passer un certain âge, on préfère acheter des montres fabriquées en Suisse, ou si on préfère des montres fabriquées en Chine. Voilà. Alors, ensuite, un autre point de vue, c'est sur les flux internationaux de capitaux. Alors, la réalité d'aujourd'hui fait que on n'observe pas exactement cela. Mais on devrait s'attendre, d'un côté, on a des pays vieillissants qui devraient avoir des logiques d'accumulation de patrimoine élevées pour faire face justement à leurs besoins pour un cycle de vie. Et d'un autre côté, on a des structures démographiques très dynamiques dans les pays du Sud, plus des capacités de rattrapage technique très élevées, ce qui voudrait dire que dans ce contexte-là, on devrait avoir des capacités d'épargne plus élevées que nos besoins dans les pays du Nord, et versus des capacités d'investissement plus élevées par rapport aux capacités d'épargne dans les pays du Sud, et donc on doit s'attendre à des capitaux des Nord vers le Sud, mais c'est vrai qu'on regarde la position de la Chine par rapport aux États-Unis, on s'aperçoit qu'on n'est pas exactement en situation. Dernier point, il me reste 2 minutes, c'est s'interroger sur comment le vieillissement, les modifications que ça engendre dans la structure démographique, aussi, savoir est-ce que ça ne peut pas provoquer des externalités productives qui, elles, auraient un effet favorable aussi sur la croissance, ou ça pourrait être discuté. Tout d'abord, première ligne d'analyse, c'est
l'analyse du capital humain. Le capital humain, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se transmet. Et la transmission des savoirs, peut-être que si on peut voir en fait que si les gens vivent plus longtemps, des générations qui autrefois ont eu moins de temps pour se rencontrer, est-ce qu'on n'augmente pas ce temps de rencontre entre les générations pourrait être favorable? Bon, c'est une question, hein, je ne sais pas si ça l'est, mais savoir si ça ne pourrait pas être favorable justement à la transmission du capital. Alors bien sûr, il y a des limites à la rencontre entre les générations, c'est tous les conflits entre les générations liés à un possible mauvais partage de la valeur ajoutée. Et tout ça, ça peut pas forcément les rencontres entre les générations, notamment sur le marché du travail. Deuxième ligne d'externalité, c'est l'externalité de capital. Donc l'accumulation de capital, s'il y a plus d'accumulation de capital par l'allongement de la durée d'activité, automatiquement on va se dire qu'il y a plus d'investissements productifs. S'il existe des synergies productives liées à ces investissements, bon, ça peut soutenir la croissance. Alors, bien sûr, si on investit dans les pays à forte croissance démographique, on n'aura pas de retour national. Enfin, dernière ligne, je m'arrête là, c'est les externalités de consommation. Donc, vieillissement, ça peut être synonyme de déformation de la structure de la demande. Et donc, ça veut dire que ça peut engendrer une modification de la structure productive, privée et publique. Il y a des secteurs qui peuvent être plus générateurs de progrès techniques et qui ont des structures de production peut-être plus favorables à une croissance, je dirais, endogène. Et donc, la question, c'est de savoir, cette déformation, est-ce qu'il va provoquer une spécialisation vers des secteurs plus portants de technologie que des secteurs moins portants de technologie? La question, c'est qu'on va dire, voilà, si on construit une maison de retraite, est-ce que c'est plus les secteurs générateurs de progrès techniques qu'une école maternelle? Je termine. Merci. Merci beaucoup. Après cette brillante description des mécanismes à l'œuvre, donc M. Didier Blanchet va revenir un peu sur les ordres de grandeur, ou en tout cas va essayer de mettre l'accent sur les mécanismes qui sont les plus importants, et donc on va faire un point sur les certitudes des économistes en la matière. À la fois certitude et incertitude quand même, alors donc merci de l'invitation, je vais contribuer un peu à cette question des effets du vieillissement sur la croissance. Alors j'insiste sur le fait que ce qui m'intéresse, ce sont les effets ex-ante. Après Mathilde Lemoine va insister sur justement ce que les politiques publiques pourraient faire pour essayer de lutter contre les effets ex-ante, mais avant de décider de mettre en œuvre des politiques, il faut avoir une idée claire sur ces effets ex-ante. Et puis par rapport à l'intervention précédente de Vincent Clouzet, je vais faire délibérément très simple. Donc il vous a présenté beaucoup de mécanismes par lesquels les évolutions démographiques peuvent affecter l'équilibre économique. Là, ce que je propose, c'est de revenir sur des mécanismes de base et plutôt d'ordre purement comptable. Parce que je pense que c'est quand même la base essentielle sur laquelle on peut appuyer notre raisonnement. Après, tous les arguments qu'il a présentés sont à prendre en compte par derrière pour relativiser. J'en parlerai d'ailleurs un petit peu, mais je crois qu'il faut repartir de ces bases. Alors le comptable, c'est quoi? C'est simplement de dire, en première analyse, on peut faire l'hypothèse que productivité, taux d'emploi, avant réaction des politiques, sont des choses qui évoluent de manière relativement autonome par rapport à la démographie, et du coup l'impact de l'évolution démographique sur la croissance au sens de croissance du produit total, ça s'assimile simplement à la croissance de la population d'âge actif. Et donc il s'agit évidemment de la croissance extensive, donc de la croissance globale, et c'est un sujet qui a son importance. On a évoqué tout à l'heure le différentiel franco-allemand, le fait qu'avoir plus de croissance, plus de potentiel de croissance extensive en France était un facteur à prendre en compte dans l'évaluation du niveau de dette courant. D'un autre côté, si on veut se rapprocher, ça sera un peu un des thèmes de mon intervention, des effets sur la croissance plutôt du bien-être. Évidemment, on va plutôt s'intéresser à un indicateur tel que le produit par tête. Et dans ce cas-là, la comptabilité nous dit simplement que si la croissance globale réagit à la démographie comme la croissance de la population d'âge actif, le produit par tête réagit simplement comme le différentiel entre croissance de la population d'âge actif et croissance de la population totale. Alors ce calcul est très simple à faire, il suffit de prendre des ratios de tendance élargie tels que produits dans les dernières projections de population de l'INSEE qui ont déjà été présentées tout à l'heure. Et donc, en gros, le résultat sur lequel on arrive, c'est sous cet effet d'une croissance plus rapide de la population totale que de la population active sur les 20 à 25 prochaines années, on a une amputation de croissance de l'ordre de 0,3 à 0,4 points. Alors que dire de ce chiffre? J'aurais envie de dire vers moitié vide, moitié plein. Alors moitié plein quand même, parce que c'est quand même très en deçà d'une représentation collective qu'on a du vieillissement, enfin qu'on a beaucoup moins maintenant, mais qu'on avait très fortement quand j'ai commencé à travailler sur le sujet plutôt dans les années 80, l'idée qu'avec des actifs roulants sous le poids d'une population inactive, tout le monde allait
vers la paupérisation générale. Donc on voit que si l'augmentation est juste de 0,3 à 0,4 points de croissance, il suffit de montrer une productivité relativement limitée pour éviter que ça se traduise par de la décroissance de la richesse par tête. D'un autre côté, 0,3, 0,4 points, c'est quand même une fonction non négligeable, et donc un facteur de tension sur le partage des ressources, et tous les débats qu'on a actuellement, notamment en fait, sont liés à ça. C'est très différent de la situation des 30 Glorieuses. 0,3, 0,4 qui viennent amputer une croissance spontanée de 4 à 5 points, ça passe quasiment inaperçu. Par contre, quand ça vient mort sur 1,5 à 2 points de croissance, on retient l'habitude dans les projections du type de celle faite par le Conseil d'orientation des retraites, évidemment, en termes relatifs, c'est beaucoup plus important. Alors, est-ce que la réalité pourrait être pire que ça? Donc, Vincent Touzet a évoqué beaucoup de mécanismes à prendre en compte qui iraient plutôt dans le sens de la relativisation. Je vais aller un peu dans le même sens que lui en disant qu'on voit mal des mécanismes économiques supplémentaires qui pourraient venir noircir encore plus le tableau. Alors, je vais juste prendre l'exemple de la productivité qu'il a mentionné un petit peu. C'est pas qu'on peut avoir un débat sur savoir est-ce qu'au niveau individuel, la productivité s'augmente avec l'âge, ça décroît avec l'âge, est-ce que c'est plutôt une courbe en cloche ou le sommet de la cloche? Ceci étant, quelle que soit celle de ces 3 ou 4 hypothèses que vous retenez, quand vous la faites interagir avec les projections de structure par âge de la population active que vous avez pour la France, vous tombez sur quasiment rien. C'est encore plus fort que ce qui a été dit tout à l'heure sur la santé. Les effets sont totalement marginaux, donc à la limite, c'est presque un non-sujet. Au moins de ce point de vue-là, cette question c'est un sujet microéconomique, le maintien des travailleurs âgés dans l'emploi, etc. Ça a à voir avec leur connectivité individuelle. Et au niveau macro, c'est un sujet quasiment négligeable. Donc bon, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir d'autres mécanismes de bouclage économique un peu plus sophistiqués que ces effets comptables qui iraient dans le sens d'un très fort noircissement. Ce qui pourrait noircir, ça serait juste plutôt au niveau de la réponse politique, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il faut le gérer. Si on attend trop pour le gérer, par contre, on peut prendre des proportions beaucoup plus importantes que celles qu'il aurait eu spontanément. D'un autre côté, je vais partir dans l'autre direction, ça sera le deuxième temps de mon message. Je vais peut-être avoir quelques messages de prudence sur la tendance inverse que je pressens parfois à essayer de rosir excessivement cette thématique du vieillissement. Donc c'est la question de l'Occident sur laquelle il faut se prononcer. Alors je vais juste prendre un exemple. Il y a ce thème qu'on voit émerger, c'est un peu comme les emplois verts, il y a le thème des emplois gris. Donc il y a l'idée que finalement la croissance va repartir parce que toutes les personnes déjà en plus, ça va générer des besoins additionnels. On se met dans une perspective keynésienne, ça va générer de la demande, donc des emplois, donc de la croissance. Et comme par miracle, cette croissance justement va nous donner les moyens de financer ces emplois gris et ces emplois verts. Alors, bon, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. Le développement de ces emplois est à souhaiter de façon sans aucune ambiguïté qu'ils soient gris ou verts. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut rester prudent sur le fait que ça va relancer une dynamique de croissance qui va résoudre spontanément nos problèmes de financement. Je crois que ça mérite un peu plus de réflexion et je trouve qu'elle mériterait d'être recoupée avec un autre sujet qui nous a pas mal occupé ces dernières années, qui est un peu la réflexion sur les indicateurs à l'aune desquels on mesure la croissance. Bon, c'est un débat qui a surtout porté sur la mesure de la croissance courante, du niveau de vie courant, mais je trouve qu'on n'a pas encore percolé peut-être suffisamment par rapport à la réflexion prospective, alors que dès lors qu'on dit que la croissance courante doit se mesurer de façon différente, il faut aussi se poser la question pour la croissance future. Alors je précise, si ces emplois gris ouverts, ça va contribuer potentiellement à de la croissance, du PIB ou de la valeur ajoutée, il faut peut-être quand même tenir compte du fait que, comme on dit un peu dans ces débats sur les indicateurs, ça relève plutôt de ce que les comptables nationaux appellent plutôt de la dépense défensive. C'est-à-dire de la valeur ajoutée qui est créée simplement pour éviter que le bien-être ne se dégrade trop, mais pas forcément pour générer du bien-être supplémentaire par rapport au statu quo initial, et je crois qu'on est un peu dans cette situation. Donc, bon, je ne me prononce pas complètement, mais je trouve que la question mérite d'être soulevée. C'est pas garanti que ce genre de dynamique économique générée par le vieillissement soit susceptible de redonner comme ça, par miracle, à nos sociétés ce sentiment d'aisance économique qui a pu générer la croissance rapide des 30 Glorieuses, qui était d'une nature très différente et dont j'ai rappelé qu'elle avait aidé à l'expansion de notre système de protection sociale. Donc voilà, je m'arrêterai là pour respecter le temps. Donc, message loin d'être alarmiste sur le vieillissement, mais quand même un peu de prudence sur le degré auquel pousser l'oxymore qui est croissance et vieillissement. Ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est plutôt de l'ordre des politiques de faire en sorte que cet oxymore se concrétise. Merci beaucoup. Quelles sont les principales mesures de politique économique susceptibles
créer ou minimiser l'impact négatif sur la croissance du vieillissement? Alors tout d'abord, je souhaiterais, ça a largement été dit dans les deux interventions précédentes, mais rappeler que du point de vue théorique, le vieillissement est un désastre pour la croissance et il y a deux cas. Il y a le cas, comme au Japon, où le vieillissement entraîne une baisse de la population, et le cas de la France qu'il faut distinguer, où le vieillissement n'entraîne pas de baisse de la population. Et donc ça appelle à des politiques de croissance tout à fait différentes de celles qu'on pourrait imaginer, par exemple au Japon ou en Allemagne. Donc je voulais distinguer ces cas, notamment pour expliquer qu'il est absolument indispensable de compenser les effets désastreux du vieillissement sur la croissance par des mesures de politique économique spécifiques. Donc je ne vais pas rappeler en détail ce qui a été dit précédemment, mais je voulais revenir simplement sur les déterminants du vieillissement et leur impact sur la croissance. Alors, le PowerPoint n'est pas tout à fait... a été séparé, donc je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais voilà. Donc, les déterminants, c'est diminution de l'offre de travail, digitale, modification de la structure de la consommation, comme l'a rappelé largement Vincent Touzé, accroissement des dépenses liées à la dépendance, baisse de la productivité et recul de la compétitivité. Alors, la vraie différence, c'est, de mon point de vue, ce qu'engendre le vieillissement sur la population et la croissance de la population. Un chiffre qu'on peut voir à l'occasion du premier graphique. Voilà. Donc, la croissance du produit intérieur brut entre 2000 et 2007. Donc, je me suis arrêtée avant la crise. En France, a été en moyenne par an de 2,1%. Au Japon, la croissance du produit intérieur brut entre 2000 et 2007 a été de 1,7 par an. Et pourtant, quand on prend la croissance du produit intérieur brut par tête en moyenne annuelle durant la même période, elle a été très supérieure au Japon puisqu'elle a été de 1,7 par an contre 1,4% par an en France. Donc, on voit avec ce graphique et le suivant qui montre que parler de croissance en tant que telle et d'impact du vieillissement sur la croissance n'a pas de sens. Et que pour déterminer les politiques économiques qu'il convient de mettre en œuvre, il faut absolument tenir compte du produit intérieur brut par habitant et donc de la croissance de ce produit intérieur brut par habitant. Alors, les sources de croissance ont été largement identifiées et donc je ne vais pas revenir dessus. Simplement une définition pour qu'on ait tous en tête la même. Le taux de croissance potentiel est déterminé par la somme du taux de croissance de la productivité potentielle et du taux de croissance de la population en âge de travailler. Donc on voit bien que, par une définition simple, la croissance de la population en âge de travailler a un impact extrêmement important sur la croissance. Et ce qui nous distingue aujourd'hui de l'Allemagne, et je crois que c'est le tableau suivant, encore, voilà, alors il n'est peut-être pas très visible, mais ce que j'ai voulu faire, c'était définir les déterminants du produit intérieur brut par tête. Donc ce qui est intéressant, parler de croissance en tant que telle n'a pas de sens. Donc quand on regarde les déterminants du produit intérieur brut par tête, selon les différentes périodes, prenons la période 2001-2007. Donc on voit que l'Allemagne a une croissance de son produit intérieur brut par tête supérieure de 1,4% contre 1,2% en France. Et ensuite, quand vous regardez d'où ça vient, alors c'est vrai qu'il y a une toute petite différence de productivité horaire, heures travaillées, c'est pas grand-chose, mais tout vient du taux d'emploi. Donc, avant de parler du taux de croissance de la population en âge de travailler ou du taux de croissance de la population, où on voit là que la France, c'est la dernière ligne, on voit que la France, sur la période 2001-2007, c'est 0,7 contre 0 en Allemagne, donc on a un vrai différentiel positif, justement à cause de la croissance de cette population, on le sait, mais on voit que le problème est l'utilisation de la force de travail. Et donc, indépendamment des questions du vieillissement, puisqu'on voit qu'en France, c'est plutôt un avantage dans la mesure où ça n'engendre pas pour l'instant de baisse de la population, on n'arrive pas à utiliser notre force de travail. Donc, quelles peuvent être les politiques économiques ciblées pour réconcilier le vieillissement et la croissance? Alors, tout d'abord, évidemment, c'est accroître la productivité. Donc là, on voit bien que, comme on va être moins nombreux à moyen terme, qu'on est de moins en moins nombreux, enfin de plus en plus moins nombreux, c'est important d'accroître la productivité par l'innovation et une meilleure qualité de l'investissement. On parle beaucoup
des politiques d'innovation, du crédit impôt recherche, mais on parle peu de la qualité de l'investissement et de l'investissement productif. Donc, dans le cadre d'un rapport du CAE avec Philippe Aguillon, Gilbert Sett et Elie Cohen, on avait proposé notamment d'inciter les entreprises à investir dans l'appareil productif. C'est tout à fait possible, ça ne coûte pas cher budgétairement parce qu'on peut supprimer les incitations à ne pas investir dans l'appareil productif. Donc voilà une mesure simple qui peut être mise en œuvre très rapidement et qui va permettre d'améliorer la productivité de l'appareil productif français. Alors ensuite, évidemment, c'est améliorer la dotation en capital humain, parce qu'il y a un débat, comme l'a rappelé Didier Blanchet, il y a un débat sur l'impact du vieillissement sur la productivité. Donc on pense que le vieillissement, l'innovation, le vieillissement pèse sur l'innovation, et donc de fait, il faut accompagner le vieillissement des travailleurs pour éviter que justement il y ait moins d'innovation et que la société soit toujours à même de développer de nouveaux produits et de développer de l'innovation. Donc pour ça, une des mesures importantes, c'est de maintenir l'employabilité. Déjà, je ne vous parle pas d'avoir une politique extrêmement ambitieuse, on peut déjà au moins maintenir l'employabilité. Et là-dessus, ça fait à peu près 15 ans, 20 ans qu'on parle de la flexisécurité, ça n'a absolument pas avancé, et donc on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des politiques spécifiques, par exemple, sous forme de bonus-malus sur les cotisations chômage, qui soient fixées en fonction de la part des salariés qui soient formés, qui bénéficient de formation générale et non pas spécifique au poste de travail, parce que la France se distingue vis-à-vis de tous ses partenaires européens pour privilégier la formation spécifique, c'est-à-dire pour accroître la productivité au poste de travail et non pas pour accroître l'employabilité des gens, c'est-à-dire leur capacité à changer de secteur et d'entreprise. Donc si on travaille plus longtemps, forcément, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon indispensable et urgente pour au moins maintenir l'employabilité et éviter que le capital humain se dégrade. Alors ensuite, certes, il y a un débat sur vieillissement et innovation, c'est-à-dire une société qui vieillit, innove moins et donc est de fait moins productive. Alors, on pourrait aussi imaginer, pour éviter que ça se traduise par une perte de compétitivité, puisque eux, les salaires continuent à augmenter, c'est qu'on supprime le lien entre les salaires et le vieillissement. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer que, effectivement, le salaire soit en cloche et soit d'autant plus important que la productivité est forte et diminue ensuite au fur et à mesure du vieillissement du salarié. Alors, ce n'est pas très politiquement correct, mais c'est une question qu'on peut poser plutôt que de parler de la compétitivité au sens large. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la compétitivité aussi peut se dégrader? C'est qu'on a ce lien qui est très fort. Et ensuite, je trouve que le dernier élément de débat est le débat sur l'électeur médian. Puisque vous savez que la politique économique est définie par la théorie économique par l'électeur médian. Bon. Et donc, par définition, quand une société vieillit, l'électeur médian vieillit. Et donc, l'électeur médian a tendance à voter pour des politiques qui privilégient la situation acquise plutôt que des politiques de croissance qui impliqueraient à court terme un renoncement à certains c'est pas privilèges, mais on va dire à un certain patrimoine. Et il me semble que, indépendamment de ces mesures de politique économique très concrètes qu'on peut mettre en œuvre assez rapidement pour faire en sorte que le vieillissement soit compatible avec la croissance, mais surtout continue de soutenir la croissance, il faut absolument qu'il y ait une réflexion sur, effectivement, est-ce que l'électeur médian incite à avoir des politiques économiques qui, à moyen terme, pèsent sur la croissance, ou plus exactement, désincitent à mener des politiques économiques de moyen terme qui privilégient la croissance de moyen terme plutôt que, par exemple, la préservation du patrimoine à court terme. Voilà les principaux éléments que je souhaitais souligner. Et une phrase de conclusion. Dans ce contexte, on voit bien que tout le débat sur la compétitivité par la baisse des salaires ou la baisse des coûts n'a pas de sens,
puisque l'objectif, c'est d'améliorer la compétitivité par le haut pour améliorer les termes de l'échange, c'est-à-dire pour faire en sorte que le prix des exportations augmente et que ce ne soit pas le prix des exportations qui baisse, parce que si le prix des importations monte, de fait, on s'appauvrit collectivement. Et donc, il est absolument indispensable que les politiques qui permettent de rendre compatible le vieillissement et la croissance puissent aussi nous permettre d'accroître la compétitivité par le haut et donc la productivité et l'employabilité. Voilà. L'un des enjeux, on va encore parler pour augmenter la population, et notamment la population en âge de travailler, c'est l'immigration, sujet abordé par monsieur le rapporteur. Merci. Bien, donc je voudrais parler de la manière dont on peut traiter l'immigration, pas uniquement par rapport au vieillissement, ça a été déjà abordé par un certain nombre de personnes. Est-ce qu'une immigration de remplacement est une solution, n'est pas une solution, mais replacer un peu ce débat aussi en faisant le lien avec la croissance. Donc ce que je voudrais commencer par faire, c'est passer sur le PowerPoint, apparemment il y a un petit problème technique. Simplement, je voudrais partir d'un constat qui est que l'immigration est une solution, on va dire, partielle au problème de vieillissement. Si on regarde cette question d'un point de vue statique, on sait que les travaux qui ont été faits sur ces questions d'immigration et de protection sociale nous montrent que d'un point de vue statique, si on regarde aujourd'hui quelle est la contribution nette des immigrés, elle est positive, elle est légèrement positive. Ils sont certainement surreprésentés dans le recours à un certain nombre de mécanismes comme les aides au logement, les allocations chômage, etc. Mais par contre, sur le plan retraite, santé, ils ont moins accès à ces prestations-là. Et du fait de leur structure par âge, au total, d'un point de vue statique, on peut dire qu'il y a une contribution nette, mais qui est modeste. Qu'en est-il d'un point de vue dynamique? Là, je me réfère aux travaux de Xavier Chojnicki et Lionel Rago. Donc si on n'est pas d'accord avec ces conclusions, vous vous adressez à Lionel Rago, qui est ici présent. Les scénarios sur la base de la situation actuelle, qu'ils appellent le scénario de référence, qui est avec une entrée des flux nets de 100 000 personnes par an, montrent que ils procèdent à une série de scénarios contrefactuels et que si d'ici à 2050 on arrêtait l'immigration totalement, eh bien, on aurait un effet de dégradation du ratio de dépendance qui passerait de 44 à 48%, et une augmentation d'1,3 point de PIB du poids de la protection sociale. Donc ça, c'est si on arrête l'immigration, donc dégradation de ces indicateurs-là. Si au contraire on double l'immigration, on va avoir un ratio de dépendance qui va passer à 42%, et un poids de la protection sociale qui va se réduire de 0,8 points de PIB. Et enfin, dans un troisième scénario qui reprend quantitativement le doublement, mais avec en plus une immigration sélective, qui consiste à avoir une structure par qualification de l'immigration égale à la structure par qualification de la tranche d'âge 25-34 ans, qui est la tranche d'âge la plus éduquée dans la population active française. Eh bien, on a un peu un trade-off entre le ratio de dépendance et le poids de la protection sociale, un ratio de dépendance légèrement supérieur par rapport au scénario précédent, et un poids de la protection sociale nettement inférieur. Alors pourquoi je rappelle ces estimations sur la contribution nette, statique et dynamique de l'immigration, parce qu'en fait, il me semble que même si ces bénéfices nets sont réels, ils restent modestes, et je ne pense pas qu'avec des chiffres comme ça, on va fondamentalement modifier les attitudes dans la population ou dans les cercles politiques par rapport à la politique d'immigration. Si on fait une analyse coût politique, avantage économique, je pense que on est mal placé pour proposer réellement, de manière sérieuse, un accroissement de l'immigration. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est essayer de sortir un peu de la logique comptable.
Et de dire que, Lionel sera le premier à le reconnaître, que ces scénarios de comptabilité, sur le futel intergénérationnel, négligent un certain nombre de choses. Et il me semble que ces choses qui sont négligées sont vraiment au cœur du lien entre immigration et croissance. Donc, ce que je voudrais proposer, c'est ici des idées, mais c'est des travaux qui sont largement en cours et que j'espère réaliser donc dans le cadre de la chaire, c'est de réfléchir vraiment qu'est-ce que l'immigration nous apporte en termes de croissance et comment elle influe sur ce que les économistes de la croissance appellent la PFP, donc la productivité totale des facteurs. Alors je voudrais citer donc deux types d'externalités qui sont l'une avérée, c'est des travaux existants qui ont des résultats vraiment très forts et d'autres qui sont très préliminaires et que je vous demande donc de prendre avec les précautions d'usage. La première série de travaux, c'est sur le lien entre immigration et globalisation. Dans un monde néoclassique, on a tendance à voir la migration et les mouvements d'autres choses comme des substituts. S'il y a plus de migration, il va y avoir moins de commerce. S'il y a plus de migration, il va y avoir moins de circulation des capitaux. La migration concourt à localiser les revenus des facteurs et donc à réduire les incitations à la mobilité des autres facteurs ou à la mobilité des marchandises. En fait, des travaux récents montrent qu'au contraire, il y a des effets de complémentarité très forts, pour une raison qui est liée essentiellement à la réduction des coûts de transaction. Les migrants permettent de réduire les coûts de transaction et donc le coût auquel tout ce qui peut circuler par ailleurs circule, et donc induisent une hausse du commerce international, une hausse des flux de capitaux et des investissements directs étrangers. Il y a plusieurs séries de travaux, mais j'ai travaillé sur ces questions. Les élasticités qu'on trouve sur ces questions sont vraiment assez considérables. Une élasticité de l'ordre de 10% pour le commerce et de plus de 20%, 22-23% pour les investissements directs étrangers. Ça veut dire donc que si vous doublez par exemple les migrations, ce sont des estimations qui sont dans un cadre bilatéral, donc c'est des modèles de gravité. Si vous doublez le nombre de migrants dans un pays, et bien, ça va se traduire par une hausse des exportations vers le pays dont sont originaires les migrants, une hausse de 10% des exportations, une hausse de 20% environ des investissements directs étrangers par exemple français vers le pays d'origine des migrants. Et donc au niveau bilatéral, il faut voir tous ces mouvements comme des choses qui sont complémentaires et qui permettent, donc la migration permet aussi de s'insérer, si on veut, dans la mondialisation, d'accélérer l'ancrage dans la mondialisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces élasticités sont beaucoup plus fortes dans le cas de la migration qualifiée. Ça paraît assez évident, je ne vais pas développer pourquoi, mais intuitivement, je crois qu'on, surtout dans le cas des investissements directs étrangers, on se doute que c'est pas juste un problème de circulation d'informations, mais c'est aussi un problème d'accéder à des partenaires industriels, accéder aussi à certains réseaux de décision politique et d'affaires. Des travaux qui sont plus préliminaires, ceux-là, portent sur des choses qui sont liées au fait que les immigrés peuvent amener des compétences qui sont complémentaires des compétences des travailleurs locaux, et aussi, un peu indirectement, aussi jouer sur la TFP, donc, par ce qu'on appelle la diversité. Alors, ce sont des choses qu'on est en train vraiment d'explorer, c'est très préliminaire. Vous avez un premier graphique, ce sont des travaux donc, avec Alesina et Arnos, sur les liens donc, entre le niveau de PIB par habitant. Le slide suivant est encore plus parlant. Vous avez ici donc la diversité mesurée pour la population en fonction de son lieu de naissance et le degré d'innovation des pays. Ce sont des corrélations. Vous pouvez parfaitement dire peut-être que la causalité va dans l'autre sens, peut-être que les gens du monde entier vont vers les pays innovants. Tout le challenge économétrique, justement, est de montrer, regardez si c'est une causalité, s'il y a corrélation et dans quel sens va la causalité. On est en train de travailler là-dessus, on est en train de torturer les données, ils n'ont pas encore complètement avoué, mais c'est en bonne voie. Donc, une dernière chose, si on admet cette hypothèse, pour l'instant prenons-le comme une hypothèse, bon, ça sont les résultats de régression qui montrent ça. Oui, on va revenir au slide juste avant. Alors, et qu'on se demande quelle est la place de la France dans ce débat-là. Comment la France se situe en termes de diversité, comment la France se situe en termes d'immigration qualifiée. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'elle est
somme toute assez mal placée. Elle a un recrutement de l'immigration en général et de l'immigration qualifiée aussi, qui repose essentiellement sur ces anciennes colonies. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est pour ces pays-là, ils ont déjà des taux d'immigration qualifiée très élevés, qui dessert qui est préjudiciable, parce que ces taux sont très élevés et que ces pays n'ont pas, pour faire simple, les conditions institutionnelles, c'est politiquement correct, qui permettent de capter les bienfaits d'une diaspora qui se situe dans les pays plus développés. Et du point de vue de la France, c'est ce manque de diversité. On va le voir dans les chiffres pour les étudiants, mais c'est quelque chose de général qu'on va retrouver dans les chiffres globaux aussi. Donc la question qui se pose, peut-être on va passer au slide d'après avant de revenir à celui-là, justement sur les chiffres. Non, c'était, pardon, c'était le... Non, pardon, excusez-moi, c'est bien celui-là. Donc les chiffres que je vous demande de regarder, je ne sais pas s'il y a un pointeur ici, c'est ça, non? Quelqu'un avait un pointeur tout à l'heure, c'était un pointeur privé apparemment. Ah, ok, très bien. Alors les chiffres intéressants, la France est là. Bon, vous voyez par exemple, vous avez ce chiffre-là, ce qui vous donne la part de l'immigration dans la population. Donc la population totale, la définition de l'immigré ici c'est né à l'étranger, c'est 9% de la population en France est née à l'étranger. C'est un chiffre dans la moyenne de l'OCDE, on va dire. Mais si on regarde l'équivalent pour les gens qualifiés, c'est seulement 6%, c'est très très en dessous de la moyenne OCDE, c'est 50% plus bas que pour la... Ce qui veut dire qu'on a tout simplement une immigration qui comparativement aux autres pays de l'OCDE est très peu qualifiée structurellement. Ça recoupe aussi des zones géographiques d'origine qu'on verra. Le deuxième chiffre intéressant, c'est celui de la diversité. Ici, si on connaît la diversité de la population, donc ces immigrés qualifiés qui sont peu nombreux, et on a une population qualifiée en France qui a un niveau de diversité très faible, si on compare à ceux des pays de l'OCDE. Les chiffres sont disponibles si vous voulez, mais c'est ces deux constats-là qui font qu'il me semble qu'il y a la place pour prêcher pour une minute. Voilà, c'est terminé. Alors, la question qui se pose donc concrètement, c'est est-ce qu'il y a des pistes qui permettent d'augmenter l'immigration, notamment l'immigration qualifiée, mais pas uniquement, une immigration qui est qualifiée d'origine diversifiée, tout en étant relativement confiant sur la qualité de la formation des personnes. Une première piste qui paraît évidente, c'est les étudiants étrangers. Là, c'est un débat en plein, je ne peux pas vous parler de la circulaire du 31 mai et de ces choses-là, mais c'est en plein dans le débat politique actuel, et je pense que c'est vraiment, il y a un consensus assez large pour dire que les restrictions qui sont apportées à l'employabilité des étudiants étrangers en France sont une vraie catastrophe. Il y a d'autres pistes qu'il s'agit d'explorer. Donc ce que je voudrais dire peut-être simplement un mot de conclusion, pour un peu synthétiser tout ça. Je pense que le débat sur la comptabilité de l'immigration il est important. Il permet au moins de dire que ce n'est pas une catastrophe et un miracle. Ça permet de rationaliser un petit peu les choses. Mais je pense que les sources de la croissance qui sont réellement impactées par l'immigration sont ailleurs. Et que pour ça, il faut accepter de regarder l'immigration de notre manière, et singulièrement l'immigration qualifiée, comme un peu donc une opportunité de s'ancrer à la mondialisation, de bénéficier du dynamisme, d'avoir un lien, un pont par ces personnes avec les pays qui sont les moteurs actuels de la croissance mondiale, et être conscient aussi que sans doute la fenêtre d'opportunité est assez étroite. On peut se demander combien de temps encore les Chinois, les Indiens, les Brésiliens vont souhaiter venir travailler en France. Voilà. En l'absence de M. Zoltung, je me permets d'essayer de placer 4 conclusions avant de vous laisser la parole pour des questions. La première conclusion c'est une conclusion sur l'impact mécanique du vieillissement sur le PIB par tête, parce que quand le ratio population active sur population totale évolue, évidemment ça a un impact négatif sur le PIB par tête à partir du moment où ce ratio diminue.
deuxième conclusion, me semble-t-il, qui ressort de cette table ronde, c'est qu'il y a un enjeu important en termes de productivité par personne employée. J'insiste sur le par personne employée. Donc là, on rejoint les mesures proposées par Mathilde Lemoine, qui sont des mesures générales portant sur l'innovation, mais aussi la meilleure qualité de l'investissement productif. Je rappelle que nous avons organisé la semaine dernière des assises du financement de long terme, et ce sujet a été abordé lors de ces assises du financement long terme. Il nous apparaît que l'investissement à long terme dans l'innovation, la formation, mais aussi les infrastructures, autres facteurs de croissance sont vraiment très, très importants et sont un enjeu clé actuellement. Troisième idée, finalement on l'a abordé sous des angles différents. Il y a un enjeu décisif en France, c'est le taux d'activité, qui rejoint l'idée du taux d'employabilité des seniors, mais aussi des jeunes. Ce qui caractérise la France, c'est finalement un taux d'activité très faible concernant ces deux catégories, à la fois jeunes et seniors, alors que la productivité par tête en France est relativement élevée. Et dernier point qui ressort de cette table ronde, me semble-t-il, c'est que finalement la France est assez mal placée dans la compétition internationale. Comme vous le savez, pour les talents, j'ajouterais, mais plus généralement, on voit qu'il y a une érosion de la compétitivité de la France. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'effectivement, comme l'a indiqué Mathilde Lemoine, l'enjeu n'est pas forcément un enjeu en termes de compétitivité coût, mais aussi un enjeu plus global dans lequel il faut prendre, dans lequel il faut intégrer donc la compétition pour les talents, ce qui est quand même un point très très important. Enfin, simplement, je ferai une dernière remarque. Évidemment, les talents ils viennent d'autres pays. Ces pays ont tout intérêt à aussi garder ces talents chez eux. Et je note qu'un certain nombre de pays émergents seront eux-mêmes confrontés à la problématique du vieillissement à très court terme. Et je pense notamment à la Chine, quand vous regardez les phénomènes de transition démographique en Chine. La transition démographique a été très favorable pendant 20-25 ans. Ça a entraîné une croissance très très forte en Chine, mais elle va jouer très défavorablement dans une à deux décennies. Et donc des pays comme la Chine ont aussi à se préoccuper de cette tendance du vieillissement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste 10 minutes. Ce qui était prévu, c'est de prendre 4 ou 5 questions de la salle. Donc n'hésitez pas. S'il vous plaît, présentez-vous. Oui, Helmut, professeur à Paris Dauphine, associé à la recherche. Je suis déjà venu ce matin sur un autre thème. Je trouve que je travaille aussi sur l'immigration. Je voudrais quand même dire à Hillel, je partage beaucoup de son diagnostic. Je voudrais dire que l'analyse en stock est une analyse sur ces derniers points qui est quand même assez trompeuse. Parce que si le taux d'immigration qualifiée est très faible en stock, et quand on contrôle par les flux, en particulier par les classes d'âge, on se retrouve pratiquement au-dessus, en termes de niveau de qualification, au-dessus des natifs. Donc là, je te renvoie à un travail récent de l'OCDE. Donc la question des stocks est une question assez trompeuse. Deuxièmement, sur la question des flux, si on stocke, on est en termes d'immigration par rapport à la population à 8%, 9%, donc à peu près en dessous de la moyenne de l'OCDE, mais proche. En flux, par rapport à la population, on est juste après le Japon, c'est-à-dire qu'on est le dernier pays de l'OCDE d'accueil en termes d'immigration. Donc les marges en termes d'immigration sont quand même relativement élevées. Troisième point, je suis d'accord que ça ne peut pas résoudre, l'immigration ne résoudra pas les problèmes du vieillissement, et ça, ça a été lancé déjà par l'ONU depuis très longtemps. Néanmoins, le fait de sélectionner l'immigration, ça c'est un travail, là je revois aussi à Lionel, qui ne changera pas grand-chose à cela, mais qui peut quand même maintenir des taux de dépendance relativement constants. Donc je pense que c'est une marge dont il ne faut pas
se passer pour autant. Enfin, un quatrième point, toujours sur l'immigration, parce qu'il ne faut pas laisser passer quand même des choses qui sont... Il y a une relation entre le fait qu'on ait une politique effectivement avec de fermeture et une politique d'éviction des qualifiés. Les qualifiés qui sont issus de nos anciennes colonies ne viennent plus en France en effet. Et donc on voit un redéploiement de ces qualifiés vers les pays d'Amérique du Nord, et donc là on perd en compétitivité, y compris sur les flux, sur les réseaux traditionnels. Donc juste pour mener le débat là-dessus. Oui, je pense que ça laissera le temps de... Bien, sur l'aspect comptabilité stock-flux, je pense que si on regarde les chiffres, on sera d'accord, on a les mêmes chiffres. Donc, moi, ce que je montrais, c'était la situation comparative de la France. Hein. Donc, il ne s'agit pas de dire est-ce qu'on fait plus ou moins qu'il y a 10 ans, hein, mais comparativement, on reste avec une immigration qualifiée qui est relativement faible et peu diverse. Par rapport à cet aspect de diversité, est-ce que il faut privilégier une immigration en provenance des pays traditionnels qui approvisionnent la France, c'est la dernière partie de la question, ou plutôt chercher à diversifier les sources de recrutement? Il me semble qu'il faut chercher à diversifier les sources de recrutement. Et je pense que c'est le cas pour 3 raisons. Si on croit à l'explication complémentarité, hein, je pense qu'il y a déjà des complémentarités qui viennent de ces pays-là, et c'est bien d'en avoir d'autres qui viennent d'autres origines. C'est à cette diversité qui semble avoir un effet supplémentaire au-delà de, une fois qu'on contrôle par la structure, par qualification, etc., il semble que la diversité en tant que telle apporte un supplément. La troisième chose, c'est la situation des pays d'origine eux-mêmes. Comme je l'ai dit, il y a un gros débat sur quels sont les effets de la fuite des cerveaux sur les pays d'origine et développement. Hein? Alors, ces effets peuvent être positifs, peuvent être négatifs, ça dépend essentiellement de 2 choses. Une chose, c'est le niveau de l'immigration. Au-delà d'un certain niveau d'immigration qualifiée, il y a des pays qui ont 50-80% de taux d'immigration qualifiée, on ne peut pas espérer avoir des effets bénéfiques. D'accord? C'est le cas de la plupart des pays qui approvisionnent traditionnellement la France, des pays d'Afrique subsaharienne, des pays d'Afrique du Nord, où on a parfois 30-40% de taux d'immigration qualifiée en stock. Deuxième aspect, est-ce que les émigrants qualifiés, une fois qu'ils sont partis, ils apportent quelque chose à leur pays? Est-ce que ces liens dont j'ai parlé, qui sont bons bilatéralement, qui sont bons et pour les importations et pour les exportations, ça dépend de quel point de vue on se place, est-ce que c'est bien de recevoir des flux de capitaux du point de vue des pays d'origine? Oui, ça n'arrive pas partout, ça arrive sous certaines conditions institutionnelles, qualité de gouvernance, pour dire un tout petit peu moins political correct les choses, et ces conditions ne sont pas aujourd'hui réunies dans la plupart des pays qui sont les pourvoyeurs traditionnels de l'immigration qualifiée en France. Donc en termes de cohérence avec la politique de développement, je pense que c'est aussi mieux de diversifier les sources. D'autres questions? Merci. J'aimerais revenir sur la proposition d'un salaire qui décroîtrait avec l'âge à partir d'un certain âge. Vous dites que c'est simple à mettre en œuvre, il me semble que c'est tout sauf simple à mettre en œuvre. Les salaires sont négociés au niveau de la branche, parfois au niveau de la firme. Je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut faire concrètement. Deuxièmement, ceci s'appuie sur une baisse de la productivité. Il me semble que ça a été montré de façon très bien, mais que pour des cas très particuliers. Je pense à des chercheurs en physique théorique, etc. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit un élément qui soit vrai pour tout déjà pour tous les chercheurs dans les différentes sciences qu'on puisse imaginer, et en plus dans l'économie de façon générale. Je ne sais pas si dans la banque il y a vraiment une baisse de la productivité à partir d'un certain âge. Je veux dire, en plus, comment est-ce qu'on mesure la productivité d'une personne dans une entreprise? Je pense pas que ce soit simple et concrètement facile à mettre en œuvre. Voilà. Alors, sur le caractère simple ou pas, c'est vrai, on peut discuter. Après, en général, s'il y a une volonté, on peut faire les choses. Sur les négociations par branche, oui, mais ça peut être un objet de négociation, justement. Le GVT, il existe toujours, on peut l'enlever. Enfin, c'est pas, voilà, ça peut faire l'objet d'une négociation. Donc, la question, c'est que, comme les salaires augmentent avec l'âge, si la productivité décroît avec l'âge, alors je reviendrai sur les calculs, mais au niveau macroéconomique, on va dire,
c'est vrai que ça engendre une perte de compétitivité quasi automatique, relativement notamment à des pays où le vieillissement est moins important, pas vis-à-vis de l'Allemagne ou de la Chine à moyen terme, mais par exemple vis-à-vis des États-Unis ou d'autres pays émergents. Donc ensuite, on peut agir effectivement sur la déconnexion du salaire à l'âge. On peut aussi imaginer qu'on accroisse la productivité des populations vieillissantes. Et là, ça implique l'employabilité, le maintien de l'employabilité. On prend souvent l'exemple de personnes, de seniors qui pourraient aider les jeunes. Effectivement, c'est possible, mais vous avez cité très justement des sciences humaines, de l'expertise ou de la recherche. Quand on prend par exemple des domaines plus tournés vers les nouvelles technologies, on voit bien que c'est un discours qui est plus tenable aujourd'hui. Et donc c'est réfléchir aussi à un autre moyen pour que effectivement les seniors puissent aider les jeunes, mais c'est pas, ils vont absolument pas leur apprendre comment utiliser les nouvelles technologies pour faire leur job. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même depuis 20 ans. Donc c'est réfléchir à tout ça. Alors pour répondre précisément à votre question, je pense que ça peut faire l'objet de négociations et une réflexion justement sur... on a complètement délié le salaire de la productivité tant à l'entrée sur le marché du travail, c'est-à-dire les jeunes, que pour les seniors. Est-ce que c'est tenable? À quelles conditions? Donc voilà. Et la deuxième chose, sur la productivité, on voit bien que quand on fait la valeur ajoutée par travailleur et qu'on prend des tranches d'âge, la valeur ajoutée par travailleur est moindre pour les plus de 50 ans relativement à la tranche 35-45 ans. Alors, au niveau macro, encore une fois, on peut discuter après des formes de calcul. Ça rentre absolument pas, on n'a absolument pas les détails par secteur. Non, mais comme les négociations de salaire se font par secteur, vous avez besoin d'un profil par secteur. Oui, mais après on peut se baser effectivement sur des statistiques, des statistiques qui pourraient tout à fait être cherchées par l'INSEE, par exemple, au niveau sectoriel. C'est tout à fait possible. Si on fait une valeur ajoutée par secteur et par âge, on peut le faire. Il nous reste le temps de prendre deux questions. Pierre Joly du Conseil d'analyse économique. Quand on écoute l'exposé de Didier Blanchet, il explique que finalement le vieillissement, ça a posé des problèmes sur la croissance en tant que telle. En même temps, on dit que le taux d'emploi est faible en France. Alors quand on compare aux Allemands, on peut se dire qu'on a quand même une démographie plus faible, et en plus, on a un taux d'emploi qui est faible. Donc on a au moins deux facteurs qui permettraient d'y aller. Par contre, le problème quand même qui se pose, semble-t-il, c'est effectivement l'adéquation. Est-ce qu'on sait faire ce genre de choses? Moi, je me demandais s'il n'y avait pas quand même deux obstacles. Le premier, c'est que c'est pas toujours facile de maintenir effectivement en emploi. Il y a des problèmes de qualification, de formation. Les Allemands, ils savent plus que nous continuer à former leurs salariés tout au long de leur carrière. Et donc, ils ont peut-être moins de difficultés à les garder plus longtemps. Chez nous, ce sera moins simple. Peut-être que le patronat allemand est beaucoup plus sensible à ces problèmes effectivement de vieillissement que ne l'est actuellement encore peut-être le patronat français. Donc il y a certainement quelque chose à faire. Puis il y avait un deuxième point qui a été évoqué, on parlait des salaires par exemple. Est-ce qu'il y a un certain nombre de règles de fonctionnement de notre société qui sont pas qui vont poser des problèmes, qui vont peut-être bloquer la possibilité d'évolution? On pensait au salaire, il y a peut-être le problème de la formation, le problème de la retraite et des revenus les revenus qu'on a à la retraite. Tous ces points-là vont peut-être poser un problème dans une société qui vieillit. Parce que la thématique, c'est que c'est les pouvoirs publics qui seront amenés quand même à essayer de changer les choses. Et voilà, est-ce qu'il y a un seuil, je dirais, de vieillissement qui fait que ça devient très très compliqué, je veux dire, de sortir de la difficulté, pour la raison de l'âge médian qui a été évoquée par Mathilde Leclerc. C'est l'occasion de préciser un peu les choses, parce que j'ai tendu à relativiser cette question de la productivité, mais uniquement au niveau macro. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas incriminer le vieillissement dans l'explication du ralentissement de la productivité, a fortiori de manière prospective. Par contre, au niveau micro, c'est clair qu'il y a des problèmes, donc on rejoint la question posée sur la façon d'ajuster le salaire par rapport à cela. Il y a peut-être un élément supplémentaire à prendre en compte. Alors, je ne sais pas si ça explique le différentiel avec l'Allemagne, mais dans le cas de la France, il y a aussi, il n'y a pas baisse de la productivité AGV pour tout le monde, mais il y a un risque de décrochement de la productivité pour certains travailleurs parce qu'ils sont dans des secteurs exposés, etc. Et c'est vrai que dans le cas de la France, on a plutôt fait le choix de la couverture passive par rapport à ce risque, plutôt que soit d'une prévention, soit d'une couverture active visant à
réinsérer les gens sur le marché du travail. Donc il y a sûrement un arbitrage à revoir entre les deux instruments. On a préféré, la France, c'était plutôt la pré-retraite plutôt que le décrochement salarial, et c'est peut-être des questions qu'il faut poser. On me rappelle alors, concernant le temps consacré à cette table ronde, donc il convient de clore les débats. Ce que je propose, c'est que les personnes qui ont encore des questions s'adressent directement aux intervenants.